à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'interview du mois d'octobre et c'est avec un grand plaisir que je reçois pour cette interview Alexiane Thiel, auteure des McCoy que j'ai lu récemment. J'avais très envie de faire plus ample connaissance avec elle, du coup je lui ai proposé, elle a accepté cette interview. Je sais que l'exercice n'est pas toujours facile et je suis toujours contente quand les auteurs disent oui, donc encore merci Alexiane d'avoir accepté cette invitation et on commence tout de suite avec la première question. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, je m'appelle Alexiane Thiel, je vais sur mes 27 ans, je suis maman et je vis dans le sud-ouest de la France, au beau milieu des vallées, dans un petit village tout à fait champêtre. Je suis autrice chez Hugo New Romance, donc dans la collection New Romance avec les McCoy, donc ça c'est le premier tome. Le troisième est sorti cet été en juillet. Et en début d'année, je me suis lancée en auto-édition avec un petit roman d'anticipation. Enfin, petit. il pèse un petit peu son poids quand même, donc c'est Oum. Voilà, sur les jeux vidéo en réalité virtuelle, avec une toute petite histoire d'amour et beaucoup d'aventures surtout. Voilà. Que dire d'autre? J'adore écrire, j'ai appris à aimer écrire de la romance, la nuance est importante. Par contre, c'est tout ce qui est romance agrémentée avec plutôt des sous-genres, donc beaucoup dans l'imaginaire, donc de la romance imaginaire, fantastique, fantasy, dystopie, anticipation, sci-fi, etc. Et j'écris aussi un petit peu du thriller, notamment... surtout sur Fixia, mais j'en reparlerai plus tard. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire? Depuis combien de temps tu écris? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Je viens d'une famille de militaires, certes, mais d'une famille de grands littéraires. Tout le monde adore lire, donc j'ai toujours été bercée par les livres. On m'a depuis très jeune mis des livres dans les mains et je me rappelle encore quand j'étais vraiment petite et que j'apprenais à lire, j'avais la collection Barbie, je m'en rappelle. Et un jour, c'était les bouquins de mon frère aîné, mais je me suis lancée dans l'aventure, je me suis dit je vais les lire et c'était Péguisseau de Serge Brussolo. Et là j'ai eu vraiment une véritable révélation parce que cet auteur avait réussi vraiment à me happer dans son histoire, dans son univers complètement fictif, hein, vraiment imaginé de bout en bout, avec une héroïne qui m'a vraiment, qui a trouvé un écho en moi. Et je me suis dit, c'est quand même fou ce talent, ce don qu'ont certaines personnes pour embarquer comme ça des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne rencontreront probablement jamais, mais avec qui ils vont partager une symbiose absolument incroyable en fait. C'était... J'ai vécu ça, j'ai reçu quelque chose et je me suis dit j'aimerais donner en retour aussi. Alors est-ce que j'en suis capable? Je ne me suis pas posé la question sur l'instant, j'approchais des 9-10 ans et je me suis dit, enfin dans l'innocence très, très juvénile, je me suis dit j'ai envie de le faire donc je vais le faire, j'en suis capable. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire des petites histoires illustrées. Donc illustré avec des petits dessins d'enfants, hein, vraiment rien d'extraordinaire. Même moi, je les ai encore, hein, tous ces histoires, mais bon, je les montrerai pas à la caméra parce que je tiens à ma dignité. Et finalement, ça m'a tellement plu que je n'ai jamais cessé d'écrire depuis. Donc depuis mes 8-10 ans jusqu'à mes 27 ans aujourd'hui, j'écris. Et tous les jours, il fallait. En rentrant des cours, enfin toute la journée à l'école, je réfléchissais à lorsque j'allais rentrer chez moi et que j'allais noircir des pages. Des idées me venaient parce que bon, je m'intéressais aux matières qui me passionnaient, donc après le reste, voilà, c'était très intelligent, n'est-ce pas? Je réfléchissais en fait, les histoires mûrissaient dans ma tête pendant les cours et quand je rentrais, je n'avais qu'une hâte, c'était terminer mes devoirs et me mettre sur mon petit cahier à carreaux ou alors sur mon ordinateur bien plus tard, vraiment écrire sur du Word. Est-ce ta seule activité professionnelle? Non. Enfin, oui et non. J'ai la chance de pouvoir me consacrer entièrement à l'écriture aujourd'hui.
J'avais fait quelques petits boulots alimentaires avant. Aujourd'hui, la situation a changé. Je peux me consacrer à l'écriture. Voilà. Mais je partage tout de même mon temps avec une petite maison d'édition qui s'appelle Noir d'Absinthe, qui est à la base spécialisée dans l'imaginaire. Donc les ovnis, les textes vraiment ovnis de l'imaginaire, ceux qu'on ne voit très peu souvent. Et cette année, ils ont ouvert un label qui s'appelle Fleur d'Absinthe, dont je suis la directrice de collection. Donc un label qui est spécialisé dans la romance, dans le même esprit que Noir d'Absinthe, c'est-à-dire vraiment les ovnis littéraires, des romances qui sortent vraiment des sentiers battus, à bas le manichéisme, à bas les preux chevaliers, nous on veut du couloir par exemple. Voilà, donc c'est une maison d'édition, un label qui a des valeurs féministes et originales. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est finalement le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Je ne compte pas mon temps en heures d'écriture, je le compte en nombre de mots. En général, je me fixe un objectif d'écriture de premier jet sur 3 mois maximum. Ça arrive parfois que ça déborde quand c'est vraiment un gros bébé. Me connaissant avec le temps, je sais que j'oscille en général sur un manuscrit entre 90 000 mots et 120 000 mots. 120 000 mots, parfois je dépasse même, le plus important a été allé jusqu'à 140 ou 150 000. J'ai un délai de 3 mois, j'ai mon nombre de mots maximum à atteindre. À partir de là, je calcule le nombre de mots que je dois écrire par jour. Hors week-end. Le week-end, je ne travaille pas. Donc en général, c'est du 2000 mots par jour, 2005. Parfois, quand je suis vraiment bien motivée, pas fatiguée du tout, je suis bien énergique, je vais jusqu'à 5000 mots. Mais voilà, en fait, ma journée, c'est... Il faut que j'écrive 2000 mots par jour. Qu'importe si ça me prend 1 heure, 2 heures ou 8 heures, le principal, c'est que j'atteigne ces 2000 mots par jour. Quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Le matin. Le matin parce que j'ai la nuit derrière moi, je me suis purgé l'esprit, j'ai pas tout ce qui est réseaux sociaux, les sollicitations extérieures, familiales, l'école, voilà, enfin tout ce qui peut un peu corrompre ma motivation, mon inspiration, tout ça c'est de côté. J'ai l'esprit clair. Et donc pour moi, voilà, c'est mieux le matin, j'ai encore de l'énergie, je suis pas sur la digestion l'après-midi. Et en général, quand j'ai une journée très chargée, je me lève à 4h30 du matin, j'écris de 4h30 à 7h. À 7h, j'ai ma vie de famille qui me rattrape, donc là, voilà, c'est ma famille en priorité, bien sûr. Et je reprends vers 7h45, 8h, et j'écris jusqu'à... Si je n'ai pas atteint mon quota de mots, j'écris jusqu'à l'atteindre, voilà. Et donc ensuite, je découpe mes journées en fonction de la communication digitale, le marketing, travailler avec des consoeurs aussi, parce que j'ai un petit groupe où on s'entraide beaucoup sur les textes, le label Fleur d'Absinthe, etc. Quel est le meilleur moment dans l'écriture pour toi? Est-ce que c'est le moment où tu imagines l'histoire, au moment où tu l'écris, au moment où tu la termines? Dis-moi tout. En fait, c'est tout le temps. Il n'y a pas vraiment de moment que je préfère, parce que tout est génial. C'est un rêve que je réalise et je savoure chaque étape de l'écriture, chaque étape de création. Donc ça peut être le plaisir engendré par l'idée qui éclot comme ça dans la tête au moment où on ne s'y attend pas, et de se dire ouais, je tiens quelque chose, je vais voir si c'est viable, je vais le travailler. Et donc là c'est l'étape un peu de je brode, j'utilise la méthode flocon de neige, donc c'est une méthode assez longue où en fait on développe petit à petit chaque phrase, chaque paragraphe, etc. On le découpe encore, je passe les détails, mais voilà, c'est ce plaisir de mettre sur le papier, de voir si l'idée est viable, de la développer et ensuite la travailler pour lui donner vraiment du corps et du cœur, bien sûr, surtout du cœur. Et créer tout ce qui est personnage, le relationnel entre les personnages, le lore, le background de l'univers, si c'est un univers fictif, les backgrounds des personnages, donc les passés, etc. Et l'intrigue générale, tous les twist plots, enfin toutes les articulations
de l'histoire et aussi le climax, le grand final. Voilà, c'est toutes ces étapes qui sont absolument enrichissantes et enivrantes aussi, qui font plaisir. Et ensuite, c'est l'euphorie du passage à l'écriture où on se pose sur son clavier et là, on démarre. Et on se dit, enfin, je vais rencontrer tous mes personnages pour de vrai. Enfin, je vais mettre en action tout ce que j'ai imaginé depuis 1 ou 2 mois. Parce qu'en général, je mets 1 ou 2 mois pour préparer une histoire. Et donc là, c'est l'euphorie du début, comme j'aime l'appeler. C'est frénétique, c'est on tape sur le clavier et puis ça y va, ça y va. Donc là, c'est hyper motivant parce que on se voit vraiment avancer à une vitesse folle. On se dit, si je continue comme ça, dans 1 mois, j'ai fini. Et en fait, ça n'arrive pas. En tout cas, pour mon cas, ça n'arrive jamais parce que j'ai ce qu'on appelle enfin, je l'appelle comme ça, après je sais pas si c'est généralisé, mais le syndrome du milieu, où passer cette euphorie, passer le plaisir de rencontrer ces personnages enfin dans l'écriture, je ralentis drastiquement. Je freine des cas de fer et je commence à avoir un peu plus de mal à écrire. Parce que voilà, maintenant je connais mes personnages par cœur, je sais anticiper la moindre de leurs réactions, je suis libre même de dévier un petit peu de mon plan pour revenir sur le chemin initial. Je connais tout sur le bout des doigts et finalement, voilà, je perds cet attrait en fait premier et là ça devient vraiment du travail pur. C'est vraiment, je dois écrire mes demi-mots, j'irai au bout de mes demi-mots, même si j'ai pas envie, même si je suis pas motivée, il faut que je le fasse. Donc là c'est peut-être la partie la moins plaisante pour moi parce que je sais que je vais la voir, je sais que je vais tomber dessus. Ça ne loupe jamais dans aucun de mes manuscrits. J'ai évité ce syndrome du milieu. Mais après, par contre, quand j'arrive vraiment à l'arc final où je vais vraiment écrire la fin, tout simplement, donner enfin la finalité à ce manuscrit qui me suit depuis un certain temps, là ça reprend, je reprends de l'entrain et c'est vraiment très plaisant aussi, c'est l'un de mes moments préférés parce que voilà, c'est le dernier sprint en fait. Et après, bon, il y a toutes les étapes un peu moins rigolotes, un peu moins... oui, c'est ça, rigolote tout simplement parce que j'ai la phase relecture, la phase réécriture. Donc là, je laisse poser un petit peu le manuscrit après le premier jet. Donc je vais laisser entre 3 semaines, 1 mois de côté. Je vais relire avec un œil neuf. Et donc là, c'est corriger... une refonte un peu du texte, c'est revoir les incohérences, ajouter, couper... régler quelques syntaxes, approfondir des personnages, approfondir des scènes, etc. Donc ça passe relecture et écriture, et ensuite je transmets à mes bêta-lectrices, ou bêta-lecteurs, parce que j'ai un bêta-lecteur aussi, un alpha-lecteur plutôt, même lui il lit pendant que j'écris. Et là c'est un peu une étape un petit peu anxiogène, parce que je suis assez stressée, parce qu'en général mes bêta-lecteurs sont très difficiles. Ils sont difficiles, mais c'est ce qu'il faut, et ils sont incisifs, tranchants. Quand quelque chose ne va pas, ils prennent pas de pincettes, ils me le disent. Et là aussi, je suis d'une nature très sensible, donc là il faut que je m'arme pour encaisser. Donc c'est à la fois une partie que j'aime bien parce que c'est grisant d'enfin transmettre son histoire à quelqu'un et qu'ils en disent ce qu'ils en pensent. Et à la fois c'est une partie que j'aime moins parce que j'ai peur des retours, j'ai peur, c'est un peu compliqué en fait parfois à encaisser. Et ensuite il y a une nouvelle relecture, une nouvelle réécriture, des corrections des corrections grammaticales et orthographiques. Et dans le cas d'une soumission à une maison d'édition, j'envoie. Et ensuite, sinon si c'est en auto-édition, je passe par des prestataires. Et il y a tout ce qui est création de couverture. La création de couverture, j'aime beaucoup parce que je ne suis pas graphiste de profession, mais c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et qui me détend en général, parce qu'il m'arrive de m'arracher les cheveux sur certaines couvertures. Voilà, en fait, donc pour résumer tout ça, parce que j'ai quand même pas mal digressé, j'aime toutes les étapes de création, toutes les étapes d'écriture. Je vis un rêve, je vis mon rêve.
et je savoure chacun de ces instants, chacune de ces étapes. Donc comme j'aime bien dire, j'ai atteint mon rêve, aujourd'hui je n'ai que des projets. Dans les romans que tu as écrits, quel est ton préféré et pourquoi? C'est une question un peu délicate, mais qui revient parfois sur des auteurs qui ont déjà plusieurs titres à leur actif. Je ne fais pas vraiment partie de cela, mais parce que je n'ai pas 15 bouquins derrière moi. Mais je trouve ça difficile parce que c'est un peu comme demander quel est son enfant préféré. Alors qu'on les aime tous, il n'y a pas vraiment de favoris. Ou pas du tout même, enfin, je veux dire, on aime tous ses enfants. Et surtout, quand j'écris, j'aime bien dire que je mets un morceau de mon âme dans chacun de mes textes. Ça peut être à travers un personnage, ça peut être à travers des messages, à travers des thématiques, mais je mets de mon âme dans chacun. Et donc, c'est difficile pour moi de vraiment choisir. Mais s'il faut vraiment répondre à la question et en citer un, c'est un roman qui n'est pas édité encore. Et c'est vraiment par du sentimentalisme et l'ancienneté que je vais le choisir. C'est un heroic fantasy que j'ai commencé, j'avais 13-14 ans je crois. Et c'était un livre qui avait surtout pour but d'être une catharsis. Parce que j'entrais dans l'âge un peu ingrat, préadolescent, adolescent, vous savez, cette transition un petit peu, et puis on passe du collège, et puis après il y a le lycée, il y a tout ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très renfermé et très introverti. Et je suis une véritable éponge. Donc toutes les émotions, tout ce qu'on me dit, je prends et ça marine, et pour le bon comme pour le pire. Et comme je suis quelqu'un qui ne parle pas, en général, sauf pour une vidéo, j'emmagasinais beaucoup et j'avais ce besoin absolu de cracher un peu tout ce que je gardais. Et donc j'ai créé cette histoire parce que j'avais besoin aussi de me créer un monde à moi, un univers complètement qui n'existe pas, fictif, où j'étais le maître absolu. Tout ce qui était religion, peuple, la tronche des cités, l'architecture, les mœurs et coutumes, tout, absolument tout était issu de mon imaginaire. Et c'est mon chat, je sais pas si vous l'entendez. Et j'avais besoin de créer donc un personnage qui me ressemble énormément pour la faire évoluer dans ce monde et qu'elle vive ce que moi je vivais au quotidien. Alors c'était un peu paradoxal parce qu'une héroïne qui est dans un monde d'heroic fantasy, c'est quand même compliqué de lui faire expérimenter ce qu'une jeune collégienne vivait dans notre monde à nous. Mais voilà, c'était... je me suis débrouillée pour que ce soit le cas, je me suis débrouillée pour qu'elle traverse les mêmes émotions que moi, les mêmes sentiments. Et en fait, ce travail-là me permettait du coup de réfléchir sur moi-même, de me remettre en question. Et ça n'a pas arrêté, en fait. Cette histoire a été réécrite un nombre incalculable de fois parce qu'elle évoluait avec moi. Elle a évolué au collège, elle a évolué au lycée, ensuite dans ma vie d'adulte, et elle m'a suivie jusqu'à l'année dernière, donc à mes 26 ans, où j'en ai fait plus une dark fantasy. Le premier tome est terminé, mais je n'arrive pas à passer ce cap de l'édition, de le montrer aux autres, de le montrer au monde, d'en faire un livre à transmettre à quelqu'un, parce que c'est tellement moi, tellement mon enfance, que c'est compliqué. Mais je le prévois quand même, un jour j'y arriverai, même si ça me prend 20 à 30 ans, parce que c'est une saga de 20 tomes quand même, mais je le ferai un jour. Donc, à choisir, ce serait ce texte-là, mon heroic fantasy, dark fantasy aujourd'hui, auquel je tiens énormément. Et on peut dire que c'est vraiment mon gros bébé, voilà. Peux-tu plus précisément nous parler de ta saga Les McCoy? Pour la petite histoire, les McCoy ont été imaginés et écrits à l'occasion d'un concours sur la plateforme Fixia. Donc c'est une plateforme d'écriture ouverte à tout le monde en ligne qui fonctionne sous format de concours auquel on s'inscrit avec des thématiques bien particulières. Et aujourd'hui, je crois que ça a changé un petit peu, mais à l'époque, il fallait que les lecteurs, la communauté, votent sur les chapitres pour avoir la suite, pour débloquer la suite de l'histoire. Le gagnant du concours obtient une publication numérique ou papier chez Hugo Publishing.
Et du coup, moi, j'ai participé avec les McCoy au concours qui s'appelait Dark Attraction. Donc c'était plus tourné sur la dark romance. La gagnante de ce concours, oui, parce que je n'ai pas gagné. La gagnante de ce concours est Mogadar avec Black Feelings. Vous connaissez sûrement aussi Gun Cake de Maloria Cassie et Five de Margin No Name. Elles sont issues de ce concours-là aussi. Et donc moi, voilà, je suis partie en finale avec les McCoy sur Dark Attraction avec Mogadar. Je n'ai pas gagné, mais je n'en étais pas étonnée du tout, en fait, parce que je ne suis pas très dark romance à la base, mais avec mes gros sabots, j'ai décidé quand même de participer au concours et d'écrire cette histoire, parce que j'étais dans une période très compliquée de ma vie, et cette histoire avait une importance très très particulière pour moi, donc ceux qui ont le premier tome le verront à la dédicace de L'Ogre et le Chardon. C'est pour ça, même là, je suis un peu émue d'y repenser, comme à chaque fois. Donc voilà, j'avais besoin d'écrire cette histoire et j'avais besoin de me prouver quelque chose à quelqu'un et aussi à moi-même. Donc je ne gagne pas, mais je reçois tout de même un coup de téléphone de mon éditrice aujourd'hui qui me dit voilà, pourquoi tu n'as pas gagné, par contre je t'appelle donc tu te doutes que... Et on aimerait travailler avec toi sur les McCoy. Donc on me propose un contrat. Et je me dis, ah, pourquoi pas. Bon, c'était pas comme ça, j'étais plutôt en euphorie totale. Voilà, les McCoy ont démarré comme ça par un concours sur Fixia. Et ensuite on m'a proposé un contrat donc à la Condamine. Donc uniquement en numérique, et un an plus tard il sortait en format poche donc dans la collection New Romance. Et voilà, cette année le 3e tome est sorti et le 4e est entre les mains de mon éditrice. Alors les McCoy c'est quoi? C'est une uchronie donc qui reprend en fait, qui modifie un pan de notre histoire pour imaginer ce que serait notre monde aujourd'hui. C'est comme, je vais pas dire les mots, mais c'est comme si l'issue d'une certaine guerre de notre époque dans les années 40, l'issue avait été différente, ce qu'il en serait aujourd'hui. Bah, c'est un peu le même principe. Là, cette fois, j'ai imaginé l'Écosse si le système clanique était toujours en place et qui régnait sur le pays dans l'ombre. Donc, il y a des histoires... disons que le système clanique est en proie à la guerre, au conflit de pouvoir, le gain de territoire, etc. Et voilà, tout ça au XXIe siècle, et Phèdre Duval, franco-écossaise, débarque dans cet univers en fait qu'elle ne connaît pas, et en faisant la rencontre de Callum McCoy, un laird, un chef de clan. Et malheureusement pour elle, elle se retrouve embarquée dans toutes ces histoires, et il s'avère qu'elle aurait peut-être un rôle très important à y jouer. Donc c'est une romance qui se brode autour de politiques par rapport à des histoires de vengeance, aussi des histoires familiales, entre les conflits claniques aussi, parce qu'il y a toujours cette histoire de territoire, etc. Et donc la série se décline en plusieurs tomes. Les 2 premiers sont indissociables. Le 3e est d'un point de vue différent, mais le noyau reste Phèdre et Caleb. Voilà, donc c'est une série en cours à l'heure actuelle. Et j'avais aussi envie d'une histoire d'amour qui ne se centre pas que sur elle-même. Je voulais d'autres intrigues autour, je voulais plus de... plus de punch, et je voulais surtout quelque chose qui choque et qui heurte, parce que le système clanique est un peu aussi le reflet de ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui, par rapport à la position de la femme, à la place qu'on lui fait, et surtout c'est un monde, le système clanique est très patriarcal, et très machiste et misogyne. Donc c'est un univers qui aujourd'hui choque parce qu'il se retrouve au XXIe siècle, et pourtant c'est une uchronie qui reprend les codes de la romance historique. Et ça, c'est troublant un petit peu pour certains, et ça passe ou ça casse aussi d'ailleurs, hein, je préfère être honnête, parce que aujourd'hui c'est inconcevable qu'on présente les femmes comme elles sont dans les McCoy, et pourtant les héroïnes des McCoy sont là justement pour mettre un coup de pied dans ce système patriarcal et dire on est là, on existe, mais pas parce qu'on est des femmes qu'on vaut moins que des hommes.
Voilà, donc c'était un peu ma conviction pour les McCoy. Il y a des scènes dures, la guerre, c'est pas joli, c'est pas fait pour être doré et scintillant avec plein de paillettes. Ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est une série un peu épopée, c'est une fresque un petit peu. Et je prends énormément plaisir à raconter et j'ai encore beaucoup de choses à dire dessus. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Alors je ne vais pas faire dans l'originalité parce que je puise mon inspiration dans tout ce que je vois, dans tout ce que je croise, dans tout ce que j'entends. Je m'inspire de la vie en fait, tout simplement, et puis il y a des choses qui vont arriver comme ça, et puis c'était absolument pas prévu, il n'y a absolument aucun rapport au fait de manger des pâtes et imaginer d'un coup un univers héroïque fantasy. Donc voilà, c'est un peu de tout, ça vient tout seul. Le cliché typique, c'est sous la douche, ou quand je suis en train de cuisiner, ou quand je suis en train de jouer à un jeu vidéo, ou quand je suis en train de lire un livre, voilà. Donc en fait, là, je résume à peu près mes sources d'inspiration. Ça va être le cinéma, les séries, les animés japonais, les mangas, les livres, tout. Pas d'originalité, désolée. Je suis pas exceptionnelle. As-tu encore le temps de lire? Quel genre de lectrice es-tu? Quel est ton genre de prédilection? Oui et non. Je lis surtout quand je suis en week-end ou quand je suis en vacances. Sinon, en général, mon temps de loisir, il se passe avec mon enfant ou devant des activités assez calmes et je suis en mode larve en fait dans mon canapé, hein, tout simplement. Je regarde un film en famille ou je vais jouer à des jeux vidéo parce que c'est quelque chose qui me détend énormément. C'est bien plus que la lecture, les jeux vidéo me détendent. Et c'est parce que là j'ai vraiment une déconnexion totale et je ne réfléchis pas tant que ça. Ça dépend les jeux vidéo parce que je ne veux pas diaboliser les jeux vidéo ni prendre le parti. Je suis neutre, je suis la Suisse. Et voilà, donc oui et non, je vais aussi avoir mes périodes où d'un coup je vais avoir une envie frénétique de lire. Donc là je vais prendre ma pile à lire, je vais lire. Mon objectif sera de la descendre au maximum, mais là je vais pas arrêter. Quelle lectrice es-tu? Une lectrice très gourmande et très hétéroclite. Je lis un peu de tout, donc du coup ça va avec la question suivante. J'ai pas vraiment de genre de prédilection, j'ai pas un genre que je vais acheter, me procurer absolument et puis ma bibliothèque en est blindée, non pas du tout. Pareil, ça va être en fonction des périodes. Parfois je vais avoir envie de lire de la comédie, parfois je vais avoir envie de lire de l'horreur. La dark fantasy, ça revient un petit peu plus souvent, mais là en fait ça fait quelques mois que je n'en lis plus parce que je n'éprouve pas ce besoin-là. Et sinon ça va être de la romance, mais la romance aussi je suis extrêmement difficile. J'ai très très peu de coups de cœur et je trouve rarement mon compte en fait dans la romance contemporaine. En romance fantastique ça va un petit peu mieux, mais voilà, il me faut quelque chose en plus, il me faut des intrigues supplémentaires, il me faut d'autres enjeux, d'autres contextes en fait, hormis la romance. Je lis parfois aussi du thriller, mais surtout de la plume de Maxime Chatham. Maxime Chatham, c'est mon auteur favori, c'est mon auteur doudou un peu. Lui, je lis tous ses livres, que ce soit en fantastique jeunesse, horreur, thriller ou même ses nouvelles. J'en suis absolument friande, donc voilà. J'ai pas de genre de prédilection. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Donc je suis dans une pièce isolée, j'ai la chance d'avoir mon propre bureau, parce que j'ai besoin de silence et qu'on me fiche la paix quand j'écris. Donc en général, c'est aussi pour ça que j'écris le matin, parce que je suis toute seule je suis la seule debout en fait, et j'ai pas de sollicitation, j'ai pas quelqu'un qui vient me demander quelque chose ou me demander ce qu'on mange ce soir, ou voilà, j'extrapole, mais c'est un peu l'idée. J'ai besoin de calme, donc j'ai une pièce à moi qui regroupe tous mes effets personnels ou presque. C'est vraiment mon univers, mon chez moi, où personne ne met de sa patte, c'est vraiment à moi. Donc j'ai tout ce qui est bibliothèque, mangathèque, mes carnets, voilà, mes papiers. J'ai un très large bureau qui doit être ordonné parce qu'il me faut absolument qu'il soit clean.
chaque objet à sa place pour que je puisse écrire correctement. Donc ça, c'est peut-être de la maniaquerie, mais je suis quelqu'un qui pense que mieux s'organiser dans son lieu, dans son contexte, et mieux s'organiser là-haut. Voilà. J'ai toujours mon carnet d'écriture, donc c'est un carnet qui soit c'est dédié à une histoire, soit c'est dédié à un genre littéraire. Donc là c'est le carnet de mon histoire en cours, un romance fantastique, qui me suit partout dès que j'ouvre mon Word, j'ai mon carnet, j'ai toujours à proximité mes fiches personnages développées. Qui me quittent pas non plus. J'ai 2 écrans, donc j'ai un écran pour travailler et un écran pour faire des recherches pour X ou Y raison. Voilà, j'ai besoin d'un 2e écran. J'ai mon planning, mon semainier devant moi. Pareil, je le remplis toutes les semaines avec tous mes objectifs à avoir. Je le complète en fonction de ce dont j'ai besoin, ce que j'aurais besoin de rattraper. Je vais y arriver, pardon. Avec mes objectifs de la semaine, etc. J'ai au-dessus de mon écran un tableau d'inspiration ou un... Oui, c'est ça, un tableau d'inspiration. Je crois qu'il a un autre mot, un mood board, je crois. Là, je vais avoir des images qui m'inspirent, des images qui illustrent mes objectifs sur le long terme. Voilà. J'ai aussi mes objectifs de la rentrée. J'ai mes 2 plannings d'écriture, planning d'écriture 2020, planning d'écriture 2021, divisés en mois et en semaines. Je suis quelqu'un qui adore l'organisation. J'ai des plannings pour mes plannings. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai mes chats qui sont tout le temps là quand j'écris, c'est mes compagnons d'écriture, c'est leur territoire ici. Donc j'ai toujours un chat sur mon clavier ou dans mes bras, sur mes genoux. Et j'ai à côté, j'ai mes stocks de livres, j'ai de quoi faire des colis, les livraisons, etc. Pas de bureau exceptionnel, c'est pas un antre justement comme Maxime Chatham qui se fait carrément sa pièce avec plein des momies, des statuettes. J'aimerais bien un jour quand même avoir un style de pièce comme ça avec vraiment des pièces de mes univers, ça serait très marrant. Mais non, pour l'instant c'est une pièce somme toute banale. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle ? Je n'écoute pas vraiment de musique. Autrefois oui, aujourd'hui non, parce que j'ai tendance à aller trop loin dans mon imagination quand une musique me parle beaucoup trop. Donc au lieu de me concentrer sur la scène que je suis en train d'écrire, je pense à la scène dans le 3 tomes suivants. Donc ça c'est juste une perte de temps assez précieux. Non, je n'écoute pas de musique hormis des bruits blancs. Quand j'ai besoin de vraiment j'ai une deadline qui se rapproche et je suis vraiment très en retard, donc là de 4h30 à 23h je dois écrire absolument, donc là je vais avoir des bruits blancs pour vraiment me focaliser sur mon écriture, sur mon imagination, et voilà, c'est ce qui m'aide le plus. Et sinon, si jamais je dois écouter de la musique, ce serait du James Horner, donc tout ce qui est musique de film et de l'epic music. Musique très orchestrale avec des voix, des chœurs, etc. On y revient, très fantasy en fait, Tolkien et compagnie. Voilà, mais sinon non, je ne suis pas une adepte de la musique pendant l'écriture. Quelles sont tes prochaines sorties ? As-tu un nouveau projet ? Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Mes prochaines sorties, c'est une romance fantastique, donc là dont j'ai montré le carnet plus tôt. Je n'ai pas de date par contre, parce que j'ai quelques petites choses à régler d'abord et à préciser. Donc c'est une romance fantastique, une trilogie pour l'instant, parce que j'ai tendance aussi à écrire trop et je n'arrive pas à me cantonner à un minimum de tomes. Donc pour l'instant c'est une trilogie dont les thématiques sont les contes originaux, donc les contes version Andersen, Perrault, etc. Ça se passe dans un autre univers et il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, la romance bien sûr, mais cette fois j'ai pris le parti de prendre mon temps. Il y aura sûrement des enfances brisées pour ceux qui liront, je suis désolée. Voilà, donc je peux pas vraiment en dire plus parce que je garde un petit peu le secret le temps que tout se règle de mon côté et que je termine aussi le premier jet, parce que là justement je suis au fameux sprint final. Donc voilà, je n'en dis pas trop. Tout ce que je peux dire, c'est que l'héroïne est très téméraire, elle a un très très fort caractère qui me sort beaucoup de ma zone de confort. Et Warren, le héros, est très
particulier aussi, je pense qu'on ne voit pas beaucoup d'héros comme ça, assez délurés, qui a un sens de l'humour à toute épreuve, même quand dans des situations périlleuses, il a toujours son ironie, il a toujours sa petite blague à sortir. Voilà, c'est aussi un petit pleutre qui doit apprendre à être courageux et je m'amuse énormément avec lui. Et pour l'info exclusive, du coup, qui ne sera pour la première fois, je vais le dire dans cette vidéo, la série s'intitule Le Dernier Conte et le premier tome a pour titre Marraine la bonne fée est morte. Voilà pour l'info exclusive. Ensuite, du coup, le tome 4 des McCoy qui est entre les mains de mon éditrice, mais je n'ai pas de nouvelles, donc je ne vais pas m'avancer dessus, mais non, je vais pas m'avancer dessus en fait, je vais m'en tenir. Vous voyez, je digresse tout le temps. Non, voilà, c'est entre les mains. J'ai aussi encore la suite, j'ai le tome 5 à travailler. Donc là, je compte l'écrire cette fin d'année. J'ai sur le feu une romance de Noël pour fin 2021, forcément, hein, pour les fêtes de l'année prochaine. Pareil, une romance dont je n'en dis pas plus parce qu'elle est encore dans la marmite, dirais-je. Mais il y aura un soupçon de fantastique, pas trop. Mais voilà, on reprendra les codes un petit peu de la romance de Noël en mettant ma petite patte. Je vais travailler aussi sur une nouvelle pour une anthologie Noir d'Absinthe. Et ensuite, j'ai un énorme projet sur le feu aussi avec une consoeur et une de mes amies les plus proches qui connaît une très belle ascension en ce moment. Donc ce sera un 4 mains, une romance fantastique aussi vraiment très originale, je pense que ça ne s'est pas encore fait. Ou alors c'est pas connu, donc nous ça nous va aussi. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de vraiment très très intéressant, en prévision 2021, mais là encore pas de garantie, donc je suis désolée, c'est très flou. Mais voilà, c'est secret défense, donc je ne dis pas encore le nom de ma collaboratrice. On le révélera en temps et en heure, mais en tout cas ça va envoyer du poney, je vous le dis. As-tu des projets de salon ou de festival prochainement? Non, je n'ai pas de projet de salon ou festival parce que les 4 qui étaient prévus cette année auxquels je devais participer ont été annulés pour les raisons que je suis certaine vous en doutez, et je n'ai pas de festival à prévoir l'année prochaine, sauf peut-être si le festival New Roman s'est reporté. Passons maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Je serais une louve. Une louve parce que j'ai beau être solitaire, faut faire gaffe à celui qui s'en prend ma meute. Si tu étais une chanson, tu serais? En ce moment, je serais You and Me de James TW, je crois. Je sais pas le dire parce que c'est ma musique thématique pour Ariane et Warren, les héros de ma romance fantastique actuelle. Si tu étais un roman, tu serais? Je serais Autre Monde de Maxime Chatham, c'est mon Harry Potter. Si tu étais un dessert, tu serais? La bûche de Noël au marron de mon beau-père. Si tu étais une boisson, tu serais? Un café au lait ou un macchiato au caramel. Si tu étais un mot, tu serais? Rêve. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Le point d'interrogation, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Si j'ai un sujet qui m'intéresse, si ça va m'intéresser 1 heure, je me renseignerai pendant 1 heure, histoire de me coucher moins bête. Si tu étais une qualité, tu serais? L'empathie. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Merci à tous ceux qui me suivent dans l'aventure. Hein. Merci aux lecteurs et lectrices qui donnent un meilleur sens à ce que je fais, qui m'encouragent et qui me soutiennent dans cette balade, hein, qui est quand même un sacré road trip, j'ai envie de dire. Merci à ceux qui savent faire la part des choses. Merci à ceux qui comprennent ce qu'est le fantasme éclairé. Merci à ceux qui acceptent de vivre les vies que j'écris. Merci de visiter les mondes que j'imagine, d'être des touristes, et d'agréables touristes absolument géniaux. Et ensuite, merci à toi Mumu. Merci pour cette interview, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Et voilà, je vous souhaite à tous de bonnes lectures, hein, qu'importe ce que vous lisez, et puis de vivre aussi encore de belles aventures littéraires.
C'en est tout pour cette vidéo. Encore un énorme merci à toi, Alexiane, d'avoir accepté cette interview. C'était vraiment un plaisir pour moi de faire plus ample connaissance avec toi. Et à chaque fois, j'aime découvrir les réponses des auteurs. Ça me fait toujours très plaisir. Donc, merci encore à toi. J'espère que cette interview vous aura plu, vous aura permis, comme moi, de découvrir un petit peu plus Alexiane. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, je me ferai un plaisir de lui relayer. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!